bonne arrivée et encore merci pour votre intervention. Ça nous va droit au cœur. Nous sommes là ce soir, particulièrement moi-même. Je ne suis pas de votre parti, je ne suis pas d'aucun aussi de notre parti, mais comme vous avez dit tout à l'heure, si par exemple on se prenait des photos avec vous, il y aura des messages comme quoi celui-là il est attitré d'être d'un autre bord. Mais nous sommes là en tant que aussi les Ivoiriens, voilà, les Ivoiriennes. Parce que si nous avons un candidat qui vient de la Côte d'Ivoire, en tant que des Ivoiriens et des Ivoiriennes, nous avons le droit de croiser ce candidat et poser nos questions. Voilà. Et je sais, pour le moment, vous n'êtes pas prêts à répondre à partir de vos policiers. Ça dit que vos lois que vous allez mettre en place. Chez nous, à l'ouest, il n'est point question de ramasser parce qu'on ne pourra plus retrouver. En réalité, nous n'avons pas besoin de pardon, mais nous sommes obligés parce que nous avons besoin de la Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin de la Côte d'Ivoire en ce sens que nous voulons tous le travail. Et chaque candidat qui viendra, nous sommes prêts à écouter ce candidat parce que, même bien que nous vivons en Angleterre, nous avons nos parents là-bas aussi, que leurs vies sont en jeu et nous avons le droit et nous avons intérêt à écouter. Donc c'est pourquoi que nous sommes là ce soir. Et je suis sûre que vous avez, en tant que président de l'Assemblée nationale, savez directement que vous êtes intermédiaire entre les députés et vous avez écouté énormément les députés. Vous êtes en charge de savoir qui dit quoi et qui dira quoi pour pouvoir défendre les intérêts de chaque village, de chaque région, de chaque sous-préfecture et de chaque mairie. Et aujourd'hui, on ne peut pas trop vous poser des questions parce que si je veux vraiment vous poser des questions, je dirais en temps normal, qu'avez-vous fait jusque-là pour aujourd'hui nous dire que vous serez candidat? Parce que je n'ai pas excusez-moi les parents, je ne suis pas en train de dire tant qu'on est fait. Nous sommes là pour poser notre question à notre candidat. C'est un candidat que nous voyons en face de nous. Merci bien de m'avoir donné le micro. Le pasteur Mélège est où? Nous avons déjà 5 noms, donc on reviendra à plus de repris à la deuxième vague. Pasteur Mélège, avancez un peu s'il vous plaît. Bonsoir, le président. Mon nom c'est Mélège Niang Samuel. Je viens de Dabou et du village d'Akradio. Je suis un grand planteur. Au temps de Babo, je faisais au moins 6 à 7 millions par mois. Mes parents, mes frères ne me téléphonent pas pour demander quelque chose. Parce que le kilo de blé a été payé à 1200. Depuis 2011, le kilo de blé est venu à 175 francs. J'ai abandonné ma plantation actuellement parce que je ne vais pas payer les seigneurs. Et je vous pose cette question. Si je vous vote en 2020, le prix des BA et du cacao va changer. Merci. Troisième question, Fortune Baoulou. Bonsoir, M. Solo. Je suis Madame
il est Fortuné Balou. Voilà, je suis PT de Gagnoa, précisément de Ouagayo. Ça vous a tout dit peut-être. Je suis une pro-Gbagbo, je n'appartiens à aucun parti politique, ni au FPI, ni. Voilà. Mais je suis une pro-Gbagbo, dans l'âme et dans l'esprit. Je suis là ce soir parce qu'il était important pour moi de vous rencontrer. C'était une soif quand même, parce que je vais certainement poser ma question, mais j'avais cette soif-là de vous rencontrer un jour et vous poser cette question. Quelle était votre motivation? Parce que tout à l'heure, j'ai vu un peu votre biographie, une biographie qui est très impressionnante, et on s'est dit, ouf, quel gâchis. Parce qu'on se rend compte que M. Soro a toujours ce manteau de rebelle qui lui colle à la peau. Et aujourd'hui, nous sommes là en tant qu'Ivoiriens. Moi, personnellement, c'est vrai que vous, par moment, vous exprimez votre pardon. Mais pour moi, votre pardon, il n'est pas peut-être profond. Vous n'exprimez pas vraiment, vu la hauteur des dégâts que vous avez pu commettre. Votre pardon n'était pas vraiment à la hauteur des actes qui étaient posés. Donc il était important pour moi de vous rencontrer et de vous demander pourquoi tout ça. Malheureusement, et je sais, j'espère que vous allez répondre à ma question. Mais il y a une chose qui est importante pour moi. Aujourd'hui, je ne savais pas que j'étais ici pour... je savais pas que j'étais ici pour un candidat et non pour la personne de M. Soro Guillaume qui fut rebelle et qui est là pour demander un pardon. Donc dans votre discours, nous avons deux sentiments entremêlés. C'est-à-dire le sentiment de quelqu'un qui veut demander pardon, en même temps qu'il demande pardon, et qui ne nous laisse pas le temps de digérer le pardon, et qui nous demande de lui faire confiance et le voter. Donc on veut savoir, M. Soro Guillaume, quelles sont vos intentions aujourd'hui? Vous êtes là parce que vous avez commis des erreurs, vous êtes là parce que vous vous sentez dans votre âme, vous vous sentez blessé dans votre âme pour l'acte que vous avez posé, vous avez causé aux Ivoiriens, ou vous êtes là parce que vous êtes candidat. Alors, quelles sont vos réelles motivations? Parce que souvent, on a tendance à croire que M. Soro a des intentions un peu voilées. Aujourd'hui, ce serait clair dans mon esprit que vous nous dites exactement quelles sont vos motivations. Et si c'était la présidence qui était vos motivations aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que pour quelqu'un qui a commis tant de dégâts en Côte d'Ivoire, qui a pleuré qui a endeuillé des familles, est-ce que vous ne pensez pas que votre candidature est précoce, prématurée et inappropriée? Merci. Je vous en prie. Merci. Alors, donnez-moi le nom de la dernière dame qui a parlé, parce que je vais commencer par elle. Madame Balou. Fortuné Balou. Je vous remercie de me poser aussi directement la question. Ça me permet de vous répondre directement. Et votre question, si je veux la résumer, M. Soro, est-ce que votre pardon est sincère? Vous savez, et je vais vous le dire très franchement, vous savez, après tout ce que j'ai vécu de ma vie, là, comme on vient de vous dire, franchement, je n'ai rien
à demander à qui que ce soit. À 29 ans, moi j'avais fait tous les palais de la sous-région ouest africaine. À 33 ans, j'étais Premier ministre. À 39 ans, j'étais président de l'Assemblée nationale. Je pouvais prendre mes clics et mes claques. Je m'achète une maison quelque part, je vais m'asseoir avec ma famille, mes enfants, je vis. Je peux le faire. Donc, venir me promener, demander pardon, là, je veux dire que vraiment, c'est pas. Je peux ne pas demander pardon comme les autres. Combien de ce que vous voulez? Là, je peux ne pas demander pardon. Et puis, il n'a rien fait. Et puis, on va me faire quoi? Les autres n'ont pas demandé pardon, là, on lui a fait. Non, vraiment, vous savez, si je viens et puis je demande pardon depuis la Côte d'Ivoire, c'est parce que je le pense. Et moi, ceux qui me connaissent, je n'ai pas dit ceux qui me voient à la télévision. Je n'ai pas dit ceux qui lisent Guillaume Soro. Ceux qui me connaissent là, ils savent que je ne dis pas quelque chose que je ne pense pas. Manteau est là, Gervais est là. Vous croyez que moi, en 1990, quand on se faisait arrêter là, j'ai regardé le visage de quelqu'un pour aller militer. C'est vous qui m'avez envoyé aller militer à l'époque pour la FECI. Et je sais qu'il y a des FECI ici. Vous croyez que c'était facile? Certains parmi nous ont été tués. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent. Vous vivez une forme de multipartisme. Vous savez ce que ça nous a coûté en vie humaine? Vous savez ce que ça nous a coûté en prison? La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, dans laquelle vous vivez là, vous savez ce que ça nous a coûté? Manteau, il faut leur raconter ce que c'est que la prison. Tu peux leur dire ce que c'est que la prison. Certains d'entre nous sont sortis marqués à jamais, détruits. Et puis nous là, c'est la jeunesse, notre jeunesse qu'on a consacrée. Donc vraiment, bon, moi, je ne veux pas forcer quelqu'un à croire que je suis sincère ou que je ne suis pas sincère. Moi, je continue à demander pardon aux Ivoiriens. Et puis, dans ça là, je ne suis pas le premier à demander pardon. En 1960, en 1963, Houphouët-Boigny prend les cadres ivoiriens et les envoie en prison. Le responsable du PDCI est là, non? Après, qu'est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu dire, je demande pardon, on m'a trompé. Ou bien, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, reprenez l'histoire. Houphouët a mis tout cela en prison, il a dit, je me suis trompé, je demande pardon. Depuis Houphouët-Boigny à aujourd'hui, quel est le leader politique qui demande pardon? Non, on n'a pas dit. Parce que les gens font comme si c'est Guillaume Soro qui a fait guerre en Côte d'Ivoire. Là, en Côte d'Ivoire, en 1970, le Guébier a fait sécession. Ou bien ce que je dis est faux. Alors, le Guébier a fait sécession. D'autres disent qu'il y a eu 4000 morts. Ou bien, s'il n'y a pas eu tentative de sécession en temps de vie, vous savez, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Madame, peut-être qu'on est là. Peut-être que vous devriez même le dire, merci, monsieur Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qu'on avait à la tête de cette rébellion. Peut-être que si ce n'était pas lui, la situation de la Côte d'Ivoire. Vous voyez le Mali, non? Le Mali. Est-ce que le Mali a retrouvé son intégrité territoriale? Jusqu'à aujourd'hui. Vous ne savez même pas ce que j'ai vécu. Parce que la Côte d'Ivoire aurait pu ne pas retrouver son intégrité territoriale. Et c'est le président John Agyekum Kufuor qui le disait. Il disait, vous savez, personne ne peut souhaiter une rébellion dans son pays. Mais quand une situation comme celle-là arrive, il faut prier Dieu d'avoir la chance
faut prier Dieu d'avoir la chance d'avoir la tête des gens qui acceptent de discuter. Donc, moi, je veux dire que faut pas que les gens croient, oui, bio, machin. Non, non. Moi, je considère que la guerre, là, c'est pas une bonne chose. Et il n'y a pas quelqu'un mieux placé que moi pour connaître les horreurs et les armes de la guerre pour aimer la paix. C'est parce que j'ai fait la guerre que je demande la paix aujourd'hui. Parce que c'est pour vous dire à vous, n'empruntez pas ce chemin. N'empruntez pas ce chemin. Parce que les morts là, il y en a eu chez moi, hein, dans ma famille. Si ma famille n'était pas soudée, elle volait à l'éclat aujourd'hui. Donc, c'est parce que je sais les horreurs de la guerre qu'aujourd'hui, je suis l'apôtre, le chant de la paix. C'est comme dans la Bible, il est écrit que celui qui n'a pas péché lève le doigt. Parce qu'il y a des gens, ils sont assis là, bon, eux n'ont jamais rien fait, oui, bon. Celui qui n'a pas péché n'a qu'à lever le doigt et jeter la première pierre à Marie-Madeleine. Là, jeter la première pierre. Donc, personne ne peut échapper au pardon. Parce que la guerre en Côte d'Ivoire, c'est de la responsabilité de nous tous. Ou bien, on a été complice par notre inaction et notre inactivité, ou bien on a soutenu un camp pour faire la guerre. On n'a pas aussi dit ça. Donc vraiment, moi je suis allé à Ouagayo à Mama. À Ouagayo à Mama. Je suis allé voir le chef de village de Mama, celui de Nyangepa. Je leur ai dit, bon, guerre, c'est pas bon. On est d'accord. Mais, ou bien vous voulez qu'on refasse une autre guerre? Non, bon, si vous voulez aussi, bon, Guillaume demande pardon, c'est pas sincère. Donc, de ne pas demander pardon et puis on refait une autre guerre. Cette fois-là, hein? Comme ça, on termine un camp et puis le victorieux prend toute la Côte d'Ivoire. Bon, si on ne fait pas, ça veut dire que si on n'accepte pas de demander pardon, on n'a qu'à faire quoi? Proposez-moi une autre solution en dehors du pardon. Quelle est l'alternative au pardon? Non, on est en train de poser, parce que bon. Donc dites-moi, si on ne se demande pas pardon là, pour réunifier la Côte d'Ivoire, là, remettre les peuples ensemble, nous donner la main, on n'a qu'à faire quoi? Chacun n'a qu'à rester chez lui, et puis on refait une bonne guerre encore. Ah, si c'est ce que vous voulez, dites-moi ça en même temps, je vais prendre ma famille pour partir. Moi, je pense que c'est le pardon qui est l'alternative. Parce que même le Rwanda, là, ils ont fait guerre. Là. Mais ils se sont réconciliés ou bien? En Afrique du Sud, là, Nelson Mandela est sorti de prison. Là. Est-ce qu'il allait tuer tous les Blancs parce que les Blancs avaient fait la ségrégation? Donc, c'est vrai, on peut être très intelligent pour dire oui, Guillaume il n'est pas sincère, il est ceci. Donnez-moi une autre solution, l'alternative au pardon. C'est quoi? Si on ne se demande pas pardon en Côte d'Ivoire, là, et puis on garde nos rancunes, nos haines, nos colères, chacun en lui, guettant l'autre pour le faucher au bon moment là. C'est ce que vous voulez qu'on fasse dans la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, en attendant que vous trouviez une autre solution, là, moi la solution que j'ai vue là, c'est pardon. Voilà, donc je demande pardon et je demande aux gens de s'engager dans le pardon. Alors, donc, on dit, je demande pardon et puis je suis candidat. Mais je ne vois pas l'antinomie. Ah, moi je dis que c'est parce que je demande pardon que je suis candidat. Pour vous réconcilier, pour nous réconcilier. Donc dans mon programme là, moi je dis, la priorité là c'est la réconciliation. Et je suis bien placé pour voir l'intérêt de la réconciliation. Donc moi, Madame Balou,
votez pour moi. Votez pour moi. Et puis, si vous votez pour moi, là, voilà, je vais vous réconcilier. Parce que je suis là et je vais vous demander pardon clairement. Donc pour moi, je pense que c'est vrai. Moi je sais, il y a des gens, je me souviens, j'étais allé aux États-Unis, je crois que c'était en 2006. Il y a des gens qui ont une haine tenace contre Guillaume Soro. Ah, c'est vrai, Guillaume Soro, il est le rebelle, il est ceci, il est cela. Vous savez, comme je disais aux gens, nous là, nous, depuis 90, on s'est battu ici. Et je vois certains pro-Gbagbo qui ne connaissent même pas Gbagbo mieux que moi. Ou bien Manto. Désolé de te citer un exemple. Nous on a fait la fête là. Nous on a fait la fête. Nous on sait qui est Gbagbo Laurent. Nous on sait qui est Gbagbo Laurent. Il y a des gens qui parlent de Gbagbo. Blé Goudé est là. Damana Picasso est là. C'est moi j'ai pris leur main pour présenter à Gbagbo. Si c'est faux là, quelqu'un lève la main ici pour dire que c'est lui qui a présenté Blé Goudé et puis Damana. D'ailleurs, Blé Goudé, je le vois la semaine prochaine. Les gens qui ne sont pas pour le pardon là, vous allez avoir mal au cœur. Hein? Vous allez avoir mal au cœur. Ceux qui sont contre le pardon et la réconciliation. Parce que Blé là, c'est mon secrétaire à l'organisation. Blé là. Ah oui, Blé Goudé là. C'est mon secrétaire à la FECI. Blé Goudé et moi, on a dormi dans le même lit. C'est mon frère. Donc, vous allez faire comment quand lui et moi, on va se tomber les mains dans les bras et tout ça. Vous allez faire comment? Vous allez pleurer quoi. Ceux qui sont encore en retard sur le pardon. En retard sur le pardon là. Pardon, venez nous rattraper dans le pardon. Il n'y a pas autre solution. Il n'y a pas autre solution. La seule solution, c'est le pardon. C'est pourquoi je voulais insister là-dessus. Et je dis encore, j'insiste, le pardon est divin. Parce que si on n'a pas la capacité de nous pardonner les uns et les autres en Côte d'Ivoire, mais on fait comment? On fait comment? Mais on va s'entre-déchirer à nouveau. Et on n'aura pas appris ni retenu les leçons du passé. Or, notre passé est là pour nous dire, soyez des champs de la paix. Alors, le dernier volet de la question, qui est de dire, tu es venu ici à Londres, là, c'est pour demander pardon, ou bien tu es venu ici pour dire que tu es candidat. Bon, si je fais les deux là, toi ça te fait quoi? Tu es assis pour là-bas, ça te fait quoi? Moi je fais les deux là, ça te fait quoi? Non, mais ça ne fait rien. Je vous ai dit qu'il ne faut pas mentir. Je suis venu ici là. J'ai commencé pardon là-bas. Mais je suis venu à Londres là. Je vous demande pardon. Et puis je veux vraiment voter pour moi. Je vais être présent.
Moi, je vais appeler ça. Pour président, là, je ne m'amuse pas. Hein, je ne m'amuse pas. Je vais être président. Hein, j'ai 47 ans depuis là, je ne suis pas président. En fait, je vais être président. Parce que Barack Obama a été élu à 47 ans. Hein. Depuis 2020, là, j'aurai 48 ans, ça risque de dépasser mon âge. Donc, je vais être président de Côte d'Ivoire. Comme ça, ensemble, hein, regarde comment on est bien dans cette salle. On va diriger le pays ensemble, ça va quoi? Hein? Par contre, si je t'appelle, et puis tu te rappelles tout, on vient, on s'assoit, on dirige le pays, là, ça va quoi? Ah, il ne faut pas faire des choses comme ça. Bon, donc, la première question, c'était... Madame Solange, c'est ça, non? Akou. Makou. Oui. Donc, je vous ai écouté. Chacun viendra vous présenter son programme. Pour moi, là, ça, c'est l'échauffement. Chacun viendra vous dire ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. Mais soyez prudente, Madame Makou. Souvent, à cet exercice-là, c'est les grands menteurs qui réussissent. Ils viennent vous dire, on va transformer la Côte d'Ivoire en Suisse. On va transformer les montagnes en diamants. Alors que lui, il sait que montagne ne peut pas devenir diamant comme ça. Vous voyez? Donc, il faudra que les Ivoiriens soient prudents. Parce que souvent on s'est fait tromper comme ça. Bon, je ne vais pas dire, il y a un chef d'État qui m'a appelé, qui m'a dit, bon Guillaume, vraiment quand tu veux parler, bon, c'est un chef d'État, c'est un ami, hein. Il dit, bon, quand tu veux parler, faut parler, mais il faut laisser à la salle, il ne faut pas parler de la salle. Bon, donc, je lui ai dit, j'ai compris. Mais, sinon, ce que je voulais dire là, j'allais mélanger un peu. Mais, comme il y a un président qui m'a parlé, non, il y a un président qui m'a parlé quand même. Il faut respecter les aînés. Mais ce que je veux vous dire, soyez prudents sur cette question-là. Alors, mais madame m'a posé une question très intéressante qui rejoint la question de madame Babou. Elle me dit, monsieur Soro, vous venez nous dire que vous êtes candidat. Quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter que nous votions pour vous? Mais en réalité, elle a voulu dire, mais tu as fait rébellion là, et puis tu nous dis de voter pour vous. Elle croit que je n'ai pas vu sa question. J'ai vu. J'ai vu la question. Mais justement, comme je dis là, c'est parce que moi, je suis le mieux placé pour vous. Je suis le mieux placé d'entre vous pour savoir ce que c'est que la guerre. Parce que moi j'ai vu des choses que vous n'avez pas eu à voir. J'ai vécu des situations que vous n'avez pas vécues. Moi là, on a tiré sur mon avion. C'était pas... Il y a quelqu'un qui dit que je suis sincère. Tire sur mon avion des roquettes. Je n'ai pas dit balle de pistolet, hein. J'ai dit roquettes. Il y a combien parmi vous ici, dans cette salle, qui avaient subi un tir de roquette et sortir vivant et garder sa sérénité pour continuer? Il y en a combien? Non, on n'a pas dit. Donc, c'est parce que moi j'ai vu ça que je sais l'intérêt de la paix autour. Je peux vous enseigner la paix. J'ai vu des gens mourir sous mes yeux, fruits de la haine. Donc, je suis bien placé pour vous parler et vous dire plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Donc, madame, oui, j'assume ma responsabilité
Et c'est pourquoi je veux aussi assumer celle de mon pardon aux Ivoiriens. C'est pourquoi je veux aussi assumer désormais la paix dans mon pays. Parce qu'avec moi, vous avez la chance d'un homme qui sait de quoi il parle quand il parle de paix en Côte d'Ivoire et de réconciliation et de paix. Oui, ne prenez pas des novices qui ne savent pas. La paix, la réconciliation, le pardon ne sont que des concepts pour eux. Pour moi, ce n'est pas des concepts. C'est des choses que j'ai connues, que j'ai vécues. Donc, voilà pour la partie de rébellion qu'elle a voulu évoquer. Mais maintenant, allons au-delà de ce qu'elle a dit. Allons au-delà de ce qu'elle a dit. Et répondons à la question de Mme Solange Makou du point de vue de la gouvernance. Parce que ça, c'est important. Madame, je vais vous dire, quand moi j'étais nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire, je prends le cas de micro. C'est bon? Vous m'entendez? Quand moi j'étais nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire, en mars 2007, comme les Ivoiriens sont très forts, il y en a qui se sont spécialisés dans la moquerie, ils ont dit que Guillaume Soro ne fera pas 3 mois de primature, on va le chasser pour incompétence. Et voilà, il n'a pas fini ses études. Mais aujourd'hui, totaliser le nombre d'années fait à ce poste, je pense que j'ai fait plus de 5 ans à ce poste de Premier ministre. Babo Laurent lui-même m'a félicité. Ou bien Mme Makou n'est pas entendu, ça on va mettre du Laurent. Il m'a félicité. Avant moi, il y a eu d'autres premiers ministres. Donc, vous parlez de mon bilan. Mon bilan se trouve dans l'état de la nation de 2007 à 2010 et de 2010 à 2012, en ma qualité de Premier ministre. Au plan économique, oui. Au plan économique, le président Gbagbo, moi et Charles Kofi Dibi, sans oublier Bani, nous avons travaillé à alléger la dette de la Côte d'Ivoire par le programme du PPTE. Ça s'applaudit. Vraiment, c'est nous. Si quelqu'un d'autre dit que ce n'est pas vrai, c'est nous en affaire. Si vous partez, allez au siège du FMI et puis demandez les papiers. Vous allez voir, il y a une petite signature là. Peut-être que c'est mon pic là qui a signé. Et vous reprenez, allez prendre le journal officiel de l'État de Côte d'Ivoire. En termes de gouvernance, de mesures de transparence dans la gouvernance, on a fait rentrer la Côte d'Ivoire à l'ITIE. On a fait plein de choses. Je ne dis pas que le mérite me revient tout seul. J'ai eu la chance d'être avec des équipes et nous avons travaillé. Oui, au plan économique, nous avons travaillé. Quelqu'un a dit que je devrais aller prendre encore des cours d'économie. Bien sûr, on ne finit jamais d'apprendre. Mais, qu'on le veuille ou non, c'est le Premier ministre qui signe la lettre de cadrage budgétaire de l'État de Côte d'Ivoire. Et je l'ai signé 5 fois. Dans ce cas-là, il ne savent même pas peut-être ce que c'est qu'une lettre de cadrage budgétaire. Donc ça, au plan économique, là, on a travaillé. Ok? Maintenant, prenons les autres domaines de l'État. Bon, vous là, qui êtes ici, à majorité, quelle est la seule carte d'identité que vous avez un jour jamais eu à tenir dans votre main? C'est celle que nous on a confectionnée pour vous. Et gratuitement. Non, on n'a pas dit. Parce qu'avant ça, là, il y avait quelle autre carte d'identité? Il y avait la carte d'identité jaune.
et la verte. On est d'accord? C'est nous qui sommes venus vous donner la carte, non? Gratuitement. Madame Makou, vous en avez eu? Ah, on ne m'a même pas dit merci pour ça. Vous auriez dû commencer par là. Donc, et puis, quand même, et dans l'état de la nation, nous avons pris tous les chapitres. C'est pourquoi les gens ont voulu nous minimiser. Oui, le jeune homme, oui, c'est pas. Mais vous serez surpris. Parce qu'on ne peut pas avoir occupé tous ces postes sans avoir un relationnel, un network, comme vous dites ici. Donc, ils ont été surpris de voir à Londres ici, rentrer dans tout, chez les grands types de Londres ici, ils sont venus. En France, là, je suis rentré chez les grands types là-bas, mais comme je ne veux pas les exposer, je n'ai rien dit. Mais je vais retourner en France, je vais faire un truc là, et puis on va voir les grands types de France là-bas, c'est là qu'ils vont suivre. Vous croyez que c'est vous seul. On ne peut pas avoir été Premier ministre, président de l'Assemblée, et puis ne pas avoir, comment on appelle, une toile, un réseau. On a aussi notre réseau. Et puis bon, nous là, bon, moi j'avais la chance, j'étais tout petit là, les chefs d'État là m'aimaient bien. Oui, ils m'aimaient bien. Je les ai vus, je les ai connus. Mais tout n'est pas bon à raconter. Moi, j'ai connu des chefs d'État. J'en ai connu. Eux tous ne m'ont pas abandonné. Parce qu'ils ont d'autres, mais eux tous ne nous ont pas abandonné. Le moment venu, on verra. Alors, pasteur, le prix du cacao et de l'EVA. Oui, il y a un pasteur qui a posé la... Oui, voilà. Bon, les 6 millions que tu gagnais là, par mois, c'était ça, non? Hein? 6-7 millions là, bon, tu nous as même pas donné ça. Tu attends aujourd'hui pour nous dire ça. Hein? Alors, sur le VA, les cours ont dramatiquement chuté. Mais sur le cacao, il y a notre responsabilité, la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire dedans. Parce que la réforme d'ailleurs du café cacao là, les gens n'ont pas dit, c'est quand même nous qui avons commencé cette réforme là, en mettant le comité de pilotage en place. Bon, je n'ai même pas besoin de revendiquer ça, puisque l'État de toute façon est une continuité. Donc, ce que tu commences au nom de l'État là, c'est pas pour toi, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas à revendiquer ça. Mais sinon, la réforme du café cacao, c'est Gbagbo, moi, qui avons engagé ça à l'époque de Amadou Bon, qui est Premier ministre aujourd'hui, là, était mon ministre de l'Agriculture. Ou bien ça aussi, c'est faux. Bon, peut-être d'autres ont honte aujourd'hui d'avoir été mes ministres, mais l'histoire a fait qu'ils ont été mes ministres. Ils ne peuvent pas effacer ça de leur CV. Combien de fois? L'histoire a fait qu'ils ont été mes ministres. Et ils me respectaient très bien. Et j'étais content. Hein? Donc, la réforme là, il sait comment on a commencé cette réforme. Alors, donc, l'affaire du cacao là, ça là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dessus. Mais, pasteur, planteur, moi j'ai entendu pasteur. Bon, tu me trouves dehors après, je vais te parler. Hein, il n'a qu'à me trouver après, je vais lui parler. Voilà, je vais lui parler, parce que on va lui parler. Dehors. Hein? Comme ça, tu vas m'expliquer tes 7 millions là. Parce qu'il faut que tu donnes ta contribution pour battre ma campagne, pour ma campagne là. On va faire une levée de fonds, il faut que tu donnes ta contribution.
Ah, c'est toi qui as donné l'argent que tu gagnais. Donc, il y a quand même un peu qui est resté. Tu vas me donner, on va faire ta part. Merci. Je crois que j'ai répondu aux questions. D'autres questions? Voilà. Il a dit, et je cite, le pardon est humain. Nous n'avons d'autre solution que le pardon. Alors, il faut que nous nous pardonnions. Nous allons passer à la seconde vague de questions. Non, un instant, j'appelle d'abord Gaoudi Bamba. Gaoudi Bamba. Est-ce que M. Gaoudi est dans la salle? Vous avez la parole. Vous n'avez pas de questions? Oui? Ok. Merci, M. Gaoudi. Bien. Les questions. Alors, Oui, allez-y, monsieur. à quoi va son excellence son job? Mon nom c'est Oufoué Onondré. Je suis de la JPJH. Attendez par là, je suis Oufoué. J'aime le PDC. Votre candidature pour les élections de 2022, pour moi, personnellement, vient à point nommé. Parce qu'on se trouve dans une situation anormale pour l'échéance de 2020. D'abord, propos liminaire, vous avez parlé de pardon et réconciliation. Mais vous avez oublié un fait qui était vérité. D'abord dire la vérité et on va pas le cas du président Babo qui est présentement à La Haye et la Belgique avec le procès qui est encore relancé à La Haye. Il y a eu deux protagonistes. Le pouvoir sanglantaire Abidjan criminel et le ministre Blé Goudé et le président Babo de l'autre côté. Il y a eu une décision qui est tombée. Ils ont été déclarés innocents. S'ils sont innocents, qui est le coupable? Vous êtes très bien placé pour le dire ici et pour faciliter les choses. Qui est le coupable? Et quand je vous regarde, je sais très bien où se trouve le coupable. Donc, s'il te plaît, il faut le libérer ce soir. C'est là que commence le pardon et la réconciliation. La deuxième question, je vais demander aussi de nous éclairer aussi et de nous dire la vérité sur la mort du ministre qui fut ton beau frère, le ministre Agro, ton ex-collaborateur, le gringaleux Adama Bitogo, vous a même accusé ouvertement. Donc, il faut nous apporter plus de précisions pour les éclairer ici. Je vous en supplie. Et la troisième dernière question, elle est assez longue, mais je serai très court.
La troisième et dernière question, j'ai lancé, mais je vais m'arrêter là. Alors, service protocole, le président a demandé qu'on le laisse s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, voilà. Laissez-le s'exprimer. C'est pour ça qu'on est là. La troisième dernière question, ça concerne la casse de la BCA de Boaké, de Korogo, de Mans. On vous a encore accusé ouvertement, vous étiez à la base. Mais selon moi, mes propres renseignements, l'ordre est venu de quelque part. Dites-nous aujourd'hui ici, d'où est venu l'ordre. Je peux vous faciliter la tâche. J'ai vu. Allô. Merci. Voilà. Nous avons beaucoup de personnes qui veulent poser des questions. Allô. Donc, s'il vous plaît, posons des questions qu'il faut, des questions précises et concises. Allons juste au point et permettez à d'autres personnes de poser aussi des questions, s'il vous plaît. Et ensuite, on verra quelle formule adopter pour que, voilà, les questions qui ne pourront pas passer parviendront au président. Donc, s'il vous plaît, on parle déjà de cofraternité, donc soyez déjà tolérants à ce niveau-là. Merci. Monsieur. Ça va? Merci. Bonsoir, cher président. Je suis membre d'Aïdara. Je fais partie de la JHJP, comme mon frère qui vient de passer tout à l'heure. Déjà, j'ai beaucoup d'affection personnelle pour votre personne quant à votre franc-parler et aussi à vos idéaux. Mais j'ai eu une inquiétude. J'ai perdu aussi, comme vous avez parlé de votre attentat, j'ai perdu mon cousin frère, Serifo Soleiman, dans votre avion, lors de cet attentat. Okay. Oui, mais bon, on est ça, bizarre. Et ce que je veux juste pour sa mémoire, en fait, j'aimerais pouvoir vous suivre, les yeux fermés. Malheureusement, vous traînez ce boulet-là avec vous, parce que vous avez trompé dans toutes les sauces qui manquent avec le RHDP. Et au jour d'aujourd'hui, personnellement, je ne sais pas sur quel pied danser quand vous vous présentez comme président au présidentiel en 2020. Je ne sais vraiment pas sur quel pied danser, parce que je ne sais pas si, avec le RHDP, est-ce que c'est parce que le torchon brûle en vous que vous vous présentez aujourd'hui, ou si le torchon ne brûlait pas en vous, est-ce que vous serez président aussi? Est-ce que vous aurez suivi votre propre avenir si les choses n'avaient pas tourné au vinaigre? Alors, s'il vous plaît, j'ai juste besoin que vous réussissiez à m'éclaircir. Et aussi, j'avais une autre question que j'ai oubliée. C'est bon maintenant. C'est bon, il va reprendre. Allô? Est-ce qu'on peut passer à la seconde question suivante, s'il vous plaît? Marceline, madame, est-ce qu'on peut aller un peu rapidement? Bonsoir, Monsieur le Président. Soro Diop. Je me présente, mon nom c'est Begré Solange. Je suis là pour vous dire vraiment merci d'avoir revenu en arrière. Parce que depuis tout ce temps, ce qui s'est passé, j'ai passé toute ma vie à prier. Je t'ai ouvert les yeux, j'ai demandé à Dieu pardon. Les parents en train de finir dans les villages, Seigneur touche son fils. Soro, je te dis merci d'avoir revenu en arrière. Merci d'avoir pensé à nous qui avons perdu nos parents et nos frères et soeurs.
Soro, je dis merci. Parce que Dieu a entendu mes cris. Dieu a entendu mon cœur. Où je parle aujourd'hui, je suis malade. Parce que j'ai perdu des parents. Et j'avais peur dans les prisons. Soro, la réconciliation est dans ta main. Ne te fatigue plus. Libère Papa Gbagbo. Et puis on va courir tous. On ne peut pas prendre les tabourets même pour s'asseoir pour parler. Soro, la réconciliation est dans ta main. Pardon, prends ton Papa Gbagbo. Il ne faut pas le prendre comme un politicien. Prends-le comme ton papa. Je t'en prie. Merci. Plus d'émotion dans la santé d'émotion. Madame, vos prières seront entendues. Merci. Excusez-moi, nous savons qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent, mais le temps nous fait malheureusement défaut. Alors, est-ce que nous pouvons prendre le temps? Monsieur le Président va répondre aux questions. Donnez-moi. Alors, c'est M. Oufoué, non, je crois. J'aime Oufoué. Dans la jeunesse, j'aime Oufoué. La première question, c'est pardon et c'est au nom de ce principe qu'il me pose la question, à savoir qu'il y avait deux protagonistes et la CPI vient d'innocenter Gbagbo et Blé Goudé. Donc, ceux-là sont innocentés, qui est donc le coupable? Ainsi est libérée la première question de M. Oufoué. Alors, évidemment, moi, je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, la guerre est venue en Côte d'Ivoire, on est tous coupables. Il ne faut pas on va mettre sur quelqu'un seul. Non, on est tous coupables. On est tous fautifs quelque part. Et c'est parce que j'ai compris ça qu'à un moment donné, moi je me suis levé pour dire que je demande la libération de Gbagbo. Moi je n'ai pas entendu Oufoué pour demander la libération de Gbagbo, moi. C'est pas quelqu'un qui m'a demandé de demander la libération de Gbagbo. C'est même pas Gbagbo qui m'a demandé. Mais quand je me suis assis, j'ai regardé la situation de notre pays. Si on veut que la Côte d'Ivoire se retrouve, je dis, il faut libérer Gbagbo. On va venir s'asseoir, on va se regarder droit dans les yeux en Côte d'Ivoire, et puis on va faire la réconciliation de nous tous. Donc, moi, je regarde la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Et tout ce que nous faisons, que nous devons faire, ça doit être au nom de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas dans la rancune qu'on doit... j'ai des choses à reprocher à beaucoup de gens. Ne croyez pas que je n'ai pas de choses à reprocher aux gens. Mais il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on aille au-delà. C'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Parce qu'il faut qu'on tue en nous l'arrogance. Parce que nous sommes qui? Il y a eu des grands hommes avant nous sur cette terre. Ils nous ont déjà montré le chemin. Que vous parliez de Martin Luther King, que vous parliez de Mandela ou de Gandhi. Ils nous ont montré le chemin. C'est le pardon, la réconciliation. Donc, je pense que après Houphouët-Boigny, le décès d'Houphouët-Boigny en 1993, parce que si on veut chercher les raisons de nos errements et de la guerre en Côte d'Ivoire, on est tous responsables. Parce que je sais qu'il y a d'autres là
Eux, ils veulent seulement dire que c'est Guillaume Soro seul qui est responsable de la guerre. Bon, ça là aussi, ne faites pas ça, parce que ce n'est pas vrai. On est tous responsables. Mais tant qu'on ne va pas accepter chacun d'assumer sa responsabilité, ça ne marchera pas. Ou on est sincère, ou alors pardon, ou on n'est pas sincère. Pourquoi vous voulez qu'on accuse une seule personne? Nous tous là, on est co-acteurs, co-responsables. Maintenant, il ne faut pas qu'on trompe les Ivoiriens. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Et dire la vérité aux Ivoiriens, c'est assumer individuellement sa responsabilité. Moi, je vous ai tous demandé pardon. D'autres vont dire que ça ne suffit pas. Ils ont peut-être raison. Je vais continuer à leur demander pardon. Donc, ce que je souhaite personnellement, c'est que Gbagbo soit libéré et qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Et depuis 2012-2013, j'ai dit ça, mon même discours, à le retrouver sur YouTube. Je dis que si on va au pardon, ça va accélérer beaucoup de choses. Ça va me permettre de répondre à une question de la jeune dame qui dit qu'elle est parente à un protocole qui était avec moi, qui est mort dans l'attentat de Bouaké dans l'avion. Elle a évoqué un souvenir fort douloureux pour moi, parce que c'était pas... Donc, je lui présente mes condoléances, puisque c'est la première fois que je la vois. Donc, la question est de savoir, elle ne sait pas sur quel pied danser. Que si le torchon ne brûlait pas, elle le RATP là, est-ce que je serais candidat? Madame, rassurez-vous, moi je ne suis pas... moi là, je suis pas... Je prends mes responsabilités. C'est parce que j'ai pris mes responsabilités que le torchon brûle et le RATP. Sinon, madame, moi j'aurais pu faire comme Aoussou Badiou. Je peux faire ça aussi. Je ne demande pas la libération de Gbagbo, je ne demande pas pardon à quelqu'un, je ne demande pas la libération de... Moi, j'étais président de l'Assemblée nationale en 2017. Quand pour la première fois, publiquement, du perchoir de l'Assemblée nationale, je me suis levé pour dire il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, libérer les prisonniers politiques. Est-ce qu'avant ça, là, quelqu'un avait osé dire ça, demander la libération des prisonniers politiques? C'est parce que je me comportais comme ça que le torchon a commencé à brûler avec le RATP. Donc, je me taire aussi comme tous les doyens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, ne jamais demander la libération des prisonniers, ne jamais demander la libération de Gbagbo, et je serai un enfant choyé du RHDP. Je pourrais faire ça, hein, Madame Aïdara. Je serai un enfant béni, ça dit que le RHDP sera en train de me fêter aujourd'hui, vraiment Guillaume est intelligent. Donc, c'est pas parce que le torchon brûle aujourd'hui, mais c'est parce que moi, j'ai décidé d'aller dans la réconciliation, demander pardon, demander la libération des uns et des autres. C'est parce que j'ai porté de tels actes que le torchon brûle. Sinon, nous tous là, on était présidents d'institutions. Il y avait moi, il y avait Aoussou, il y avait Divichard, tout cela. À chacun d'entre eux là, on a dit, tu rentres au RADP ou tu quittes ton poste. Ça a été dit publiquement, non? Si tu n'es pas RADP, libère le tabouret. Bon, parmi tous ceux-là, lequel a libéré son tabouret? C'est moi. Madame, j'aurais pu ne pas libérer le tabouret, je serais assis là-bas. Vous croyez que si moi j'étais assis là-bas, les choses seraient aussi simples? Est-ce que vous savez, ma déclaration là, quand je me suis levé du haut de la tribune de l'Assemblée nationale pour demander la libération des prisonniers politiques, pour demander, c'était un tonnerre
ciel de la Côte d'Ivoire, ça a fait bouger les choses. Quelques mois après, beaucoup de choses se sont passées. Vous ne savez pas, vous avez vu seulement ce qui s'est passé à la télévision. Mais c'était la colère contre Guillaume Soro. Donc, bon, si vous ne savez pas sur quel pied danser, dansez sur les deux, au moins vous êtes sûr que vous allez bien danser, madame. C'est-à-dire de me voter. Aïdara, où elle est? Votez-moi. Hein? Voilà, votez-moi, ça va pas, vous allez bien danser. Si vous me votez. Alors, revenons à M. Oufoué. Il dit la mort du ministre Agro, que Bitogo m'aurait accusé. C'est ça, non? Bon. Hein? C'est ça qu'il m'a accusé. Bon. Moi, vous savez, j'ai décidé d'être candidat et je sais que les gens vont, comme on dit en anglais, fan shit. C'est-à-dire qu'ils vont distiller des boules puantes sur ma personne. Donc, Bitogo là, c'est en lui que vous croyez. C'est un Bitogo, vous croyez. Bon, j'avais promis de ne pas parler de ces gens-là. Donc, laissons Bitogo. Donc, la mort du ministre Agro, une enquête sérieuse. Non, et je suis d'accord avec M. Oufoué, hein, vérité, réconciliation, je suis d'accord. Je pense que le processus de la réconciliation a échoué en Côte d'Ivoire. Effectivement, quand on regarde l'Afrique du Sud, il y a eu vérité, réconciliation. Vérité, pardon, réconciliation. Et moi, je suis d'accord. Et c'est ce processus que je vous promets. Monsieur Oufoué, votez-moi. Oui, votez-moi pour que je vous offre la réconciliation. Vrai. Sur la base de vérité, pardon, réconciliation. Et je suis d'accord, il a raison. Et je pense que Charles Konan Banny, c'est ce qu'il voulait faire. Malheureusement, on l'a stoppé. C'est pourquoi le processus de réconciliation a échoué en Côte d'Ivoire. Mais à la famille du ministre Agro, je vais seulement dire deux petits mots. Le ministre Agro, quand il a pris la balle, qu'il est venu au golf, le médecin qui a pris Tagro pour l'envoyer à la Pisa, c'est mon médecin, pour le sauver. Maintenant, demandez au général Vaba Fossigno qu'il envoie à la Pisa pour le soigner et puis il est venu. Vous avez compris? J'ai dit Vaba Fossigno. Celui qui n'a pas compris qu'il vienne ici, je vais lui dire. Oui, mais. Oui, celui qui l'a. J'ai dit Vaba Fossigno, le général Vaba Fossigno. Il a pris une balle. Celui qui l'envoie à la Pisa, le soigner, s'appelle Guillaume Soro. Vous comprenez? Il y a des choses là qu'on a eu à faire. Le général Dogoblé, qui est encore en prison, mais lui, c'est un général que je respecte. Parce que, non, parce que devant les magistrats et tous les autres qui sont allés l'entendre, il a dit, si je suis vivant, c'est Guillaume Soro. Pendant que vous venez vous arrêter, oui, Guillaume Soro, rebelle, machin, mais au moins entendez aussi ce que j'ai fait pour sauver bien les gens. Si le général Djebi Point est là, il peut témoigner. Quand on l'a pris, on l'a mis en prison, celui qui allait le chercher, l'autorité en prison pour le sortir.
s'appelle un certain Guillaume Sou. Vous savez, moi, je ne veux pas... J'aurais aimé que d'autres personnes le disent. Mais quand vous me posez la question, vous m'obligez à rentrer dans un certain nombre de détails. Donc, moi, ce que je peux vous dire, très souvent, ceux qui accusent là, c'est-à-dire, on est dans le pays de Sherlock Holmes. Si un crime est commis dans cette maison-là, très souvent, le criminel revient sur les lieux de son crime. C'est ce qu'on dit, non? Donc, celui qui m'a accusé là, allez vérifier. Parce qu'il y a un autre principe qui dit à qui profite le crime. Allez vérifier à qui profite le crime. Peut-être que vous comprendrez bien. Parce que moi, Tabro, c'était mon ministre de l'Intérieur. Je n'étais pas en affaire avec. Alors, vous savez, si la commission enquête vérité et réconciliation avait bien fonctionné comme en Afrique du Sud, vous seriez surpris. Vous seriez surpris. Parce que très souvent, je suis resté dans des postures pour courir les gens. C'est eux aujourd'hui qui m'insultent. Bon. Alors, la casse de la BCAO. Monsieur Oufoué dit que depuis dire qui a donné l'ordre pour aller casser la BCAO de Boaké de Korobo. Hein? Et puis demain. Bon. Monsieur Oufoué, comment tu peux me demander ça? Je ne sais pas. C'est pas. La BCAO, mais j'ai lu tellement de choses dessus. C'est, un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, tu sais, Guillaume, ton dos est large. Ton dos est large. Donc, il y a des choses, les gens disent, mais est-ce que vous remettez-vous dans le contexte de comment on appelle, c'était en quelle année, 2003. Est-ce que vous savez même ce que c'est qu'une rébellion? C'est pourquoi vous parlez là, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une rébellion? Diriger un parti, c'est difficile, mais une rébellion, vous savez, moi j'étais à Boaké, sans même savoir si le lendemain je serais vivant. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une rébellion? Donc, il y a des choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Moi là, ce n'était pas mon intérêt que la BCAO soit cassée. Moi, en tant que secrétaire général du MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire, parce que je savais que si la BCAO était cassée, c'est moi directement que ça impliquait dans cette forfaiture. C'est pourquoi les archives sont là. J'ai tout fait pour demander qu'on sécurise les succursales de la BCAO de Boaké, de Korobo et de Man. Mes écrits sont là. J'ai demandé à la force Licorne qui était là à l'époque. J'ai dit, j'ai des échos de ce que certaines brebis galeuses vont attaquer la BCAO. Protégez-la. Si mon objectif était d'attaquer la BCAO, pourquoi le premier jour de la rébellion, on n'a pas pris BCAO de quoi? C'était là. Donc,
j'ai demandé la sécurisation des succursales. Et il y a un écrit, parce que j'ai écrit ce jour-là, et j'ai expliqué les raisons pourquoi il fallait sécuriser la BCEAO. On m'a répondu que ce n'était pas dans le mandat, comment on appelle, des forces internationales. Bon. Donc, tant que je pouvais éviter que ça arrive, je l'ai fait. Maintenant, vous n'allez pas, comme je disais à quelqu'un, bon, on peut, tout ce qui s'est passé, c'est Guillaume. Sinon, c'est pas moi. Il a dit, non, c'est pas vraiment, c'est pas moi qui ai demandé d'aller casser la BCEAO. Le jour où la BCEAO a été cassée, je me suis dit, Guillaume, tu es foutu. La nuit, là, quand on m'a informé de dire, Guillaume, tu es foutu, la rébellion, c'est fini. Parce que c'était ce qu'on appelle turning point. Parce que tout de suite, ça pourrait virer. Non, vraiment. Et j'ai souffert pendant ces périodes-là, parce que c'était un grand désordre. Un grand désordre. Pour réussir encore à stabiliser la situation, à ramener la rébellion dans le processus de discussion, où vous ne savez même pas. Allez voir ce qu'on appelle la rébellion au Libéria, au temps du Libéria, ou bien au temps de la rébellion en Sierra Leone. Quelquefois, il m'est arrivé que nous, on se batte entre nous pour pouvoir rester dans le processus du dialogue et de la réconciliation. Vous voulez que je vous rappelle ça? Mais je sais que je suis venu à Londres, je m'attendais à ça, hein, quand on me pose ces questions-là. Et j'espère y répondre franchement, sans langue de bois, une dernière fois pour toutes. Parce que ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est l'avenir de nos enfants et de nous-mêmes. Comment nous allons reconstruire, rebâtir la Côte d'Ivoire. Ça doit nous préoccuper. Ça doit nous préoccuper. Mais je sais que certains veulent se payer la tête de Guillaume Soro. Mais allez regarder ce que c'est qu'une rébellion. Je n'ai pas dit qu'il faut célébrer une rébellion. J'ai dit tout à l'heure plus jamais ça en Côte d'Ivoire. J'ai dit plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui doit nous intéresser là, et nous préoccuper au plus haut point, c'est comment enrichir de l'expérience de ce passé douloureux, nous allons non seulement transcender, mais avoir la capacité de construire notre pays. Je lisais un livre récemment sur les États-Unis. Et voyez-vous, la différence entre eux et nous là, c'est que nous, on va prendre 150 ans pour pleurer d'abord. Les États-Unis là, est-ce que vous savez qu'ils ont fait une guerre plus effroyable que la nôtre? Est-ce que vous savez ça? Les morts se sont comptés en termes de millions. Les destructions se sont comptées, c'était une catastrophe. Mais ils sont la première puissance du monde aujourd'hui. C'était la guerre de sécession. J'ai lu, et le monsieur écrivait dans son livre, que si c'était l'Afrique, les pays africains qui avaient pris les deux bombes
nucléaires de Nagasaki et de Hiroshima, on sera encore assis là pour dire non, on nous a envoyé deux bombes, donc nous on ne peut plus se développer. Là où le Japon est devenu deuxième puissance mondiale économique, troisième puissance économique. Réfléchissons à ça un peu. C'est-à-dire que si on avait lancé les deux bombes sur l'Afrique, on allait dire qu'on ne travaille plus parce qu'on nous a lancé deux bombes et on ne se développe même plus parce qu'on nous a lancé deux bombes. Donc on va rester comme ça. Donc, parce qu'on nous a lancé deux bombes, donc on ne fait plus rien. Les Japonais. Non, chers amis, chers frères ivoiriens, ne pensez-vous pas qu'il est temps aujourd'hui, environ 17 ans après, qu'on se donne la main pour essayer de rebâtir notre pays et que nos enfants, nos petits-enfants soient fiers de nous parce que nous aurons réussi à transcender nos querelles, nos divisions, pour leur laisser en héritage un pays guéri de ses propres plaies que nous-mêmes nous avons créées. Pourquoi voulons-nous par lâcheté et poltronnerie laisser à nos enfants un tel héritage d'une Côte d'Ivoire haineuse, divisée? Non. Il est temps qu'on se remette ensemble et qu'ensemble, ce peuple uni fasse le pardon et la réconciliation. Bien sûr, ce message, je l'adresse à vous, mais je l'adresse aussi au président Gbagbo. Et c'est ce que j'irai dire à Blé Goudé. Redonnons-nous la main, rebâtissons la Côte d'Ivoire. C'est le sens de ma visite prochaine à Blé Goudé. Pour lui dire, nos divisions nous ont éloignés et nous ont menés par chemins divers. Maintenant, donnons-nous la main pour reconstruire ce pays. Sans haine, sans ressentiment. Donc, mes chers frères, c'est le message que moi je suis venu vous livrer. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui a vécu de l'intérieur la guerre, qui a connu ce que c'est que la guerre, qui a vu des gens mourir, qui vous le dit aujourd'hui. Empruntons le chemin du pardon, laissons les rancunes, les rancœurs, pour en faire un art. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre voie. Voici ce que je veux vous dire. Car, sachez-le, la Côte d'Ivoire est notre bien.